Le prix du DRH 2012 est décerné à l'amiral Olivier Lajoux. Félicitations, amiral. Une réaction à chaud, amiral. Qu'est-ce que ça fait d'être DRH de l'année 2012 ? D'abord, une grande émotion, une très grande fierté et surtout un grand merci au jury parce que je crois qu'il faut une grande audace à un jury de DRH qui a l'habitude de travailler avec les grandes entreprises, de sélectionner un marin civil, militaire. On peut dire. Oui, civil. Et donc, merci pour cette audace et surtout pour moi, c'est une grande fierté pour la Marine nationale car je reçois ce trophée ce soir au nom de la Marine nationale. La Marine nationale, ce soir, grâce au choix du jury, est reconnue pour ses pratiques RH. Ici, ça aide à faire comprendre qu'il n'y a aucune raison d'opposer les deux mondes et qu'au contraire, nous sommes très proches les uns des autres et que nous avons les mêmes défis. Recruter des talents, les former, les gérer, développer les compétences. Et dans la marine, on va en parler, le fait de bien les reclasser car les carrières sont courtes. Bien, je crois qu'on a plein de raisons de se parler et d'être ensemble. Donc je suis très fier ce soir et merci pour l'audace du jury. Bon, bravo. François, donc vous étiez dans le jury. Pourquoi ce choix en fait? C'est la question qui se pose. C'est vrai, l'amiral le dit, c'est audacieux. Oui, alors c'est vrai que c'était pas évident d'imaginer un amiral parmi des DRH de grands groupes qui ont reçu le trophée ces dernières années. Je pense que c'est à la fois c'est une rupture et en même temps c'est pas complètement un hasard. Je pense que le jury, enfin je parle au nom de mes collègues, on a voulu peut-être envoyer deux signaux à travers ce choix. D'abord, le premier signal, c'est celui de la professionnalisation de la fonction ressources humaines dans la fonction publique en général, en particulier dans les armées et en particulier notamment à la marine, parce qu'on est d'ailleurs plusieurs à travailler avec les équipes de la marine. Et au fond, les problématiques qu'ils ont à gérer, c'est exactement nos problématiques. C'est l'identification des potentiels, les formations, les qualifications, la marque employeur, le pilotage de la masse salariale, voilà. Premier signal. Deuxième signal, peut-être plus profond, je pense qu'on a été assez impressionné par la façon dont la marine véhicule, porte aujourd'hui ces valeurs auxquelles on a beaucoup fait référence avec Xavier Fontanet, la cohésion, la solidarité, la manière dont elle marie aussi tradition et modernité, et au-delà de ça, le rôle intégrateur qu'elle joue par rapport à la société, notamment vis-à-vis des jeunes, sans formation, qu'elle recrute et puis qu'elle remet sur le marché du travail au bout de 10 ans, de 15 ans. Et puis alors bien sûr, c'est un choix, ce choix-là, c'est un choix d'un parcours et d'une personnalité. Et c'est un parcours qui se développe à travers, qui nourrit une personnalité. C'est une personnalité qui s'exprime à travers un parcours. Et en l'occurrence, je crois pouvoir dire qu'on a été tous profondément séduits par la personnalité de l'amiral de Schuss. Et donc, on voulait vous faire partager ce moment qu'on a vécu, nous, en petit groupe avec le jury. Xavier Fontanet, je suis sûr que vous avez une question aussi. Oui, bon, d'abord, amiral, je voulais vous dire qu'évidemment, le métier de l'armée, en fait, finalement, c'est les métiers les plus nobles, c'est les métiers régaliens. Et au fond, si on peut faire de l'activité économique, c'est parce qu'il y a des gens qui nous protègent. Et même si on est en période de paix, c'est probablement parce que le pays est quand même armé. Hein, donc, je pense que c'est le domaine régalien. Alors, simplement, on se pose tout de suite des petites questions. Alors, permettez-moi gentiment de vous taquiner. C'est que, au fond, il y a une très, très grande différence entre l'entreprise et l'armée. C'est que l'armée, c'est le monde du commandement, alors que l'entreprise, c'est le monde du management. L'armée, c'est quand même l'obéissance, et l'entreprise, c'est plutôt l'initiative. Alors au fond, qu'est-ce que vous dit tout ça? On a dit qu'on faisait des ponts. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre à nous, entrepreneurs, au fond, les valeurs de l'armée? Alors la stratégie, moi j'adore la stratégie, donc ça fait très très longtemps que je me suis plongé dans tous les grands stratèges militaires, il y a 8000 ans de savoir-faire. Mais si on est dans le management, au fond, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter au management d'entreprise? Et au fond, qu'est-ce que le management apporte au commandement? Mais je pense d'abord qu'il faut... Je déteste les mondes où on oppose les choses. Vous parlez de stratège, moi je suis tsutsuyen, c'est-à-dire que j'aime le général Tsutsu, plutôt que Clausewitz, où on oppose deux mondes. Tsutsu, c'est le jeu de Go, c'est les mondes multiples. Et donc, le management, c'est, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, dans le temps, mettre de la confiance, fédérer une équipe, l'amener sur un projet à être ensemble. On vient de voir ce qu'est un bateau à la mer.
vous imaginez bien que pour être ensemble dans l'univers très particulier, très fermé, qu'est l'équipage, cet ensemble, nous le travaillons beaucoup. Ça, c'est le management, et nous faisons du management. Moi, je n'oppose pas les deux mots. Alors, commander après, c'est que dans l'action, quand elle arrive, elle est soudaine, fugace, brutale. Dans notre cas, c'est la vie, la mort. Et c'est là que le commandement s'exerce. Quand le commandant dit à droite 10, ouvrez le feu, le bateau vient à droite 10, on ouvre le feu, et c'est comme ça. Quand le sous-marin est à 300 mètres de fond, là, quand il faut ramasser l'avion, il faut le ramasser, ainsi de suite. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux choses. Ce qui les relie, c'est bien la notion de temps. L'urgence ou pas l'urgence. Bon. Alors ensuite, l'obéissance. J'ai souvent un petit mot comme ça, c'est là je vais chercher chez les bouddhiques, puisque quand on aime réfléchir, la stratégie, il faut les regarder un peu partout. Il y a un joli petit Cao Zen bouddhique qui dit si vous cherchez la liberté, vous serez rapidement esclave de vos désirs. Si vous cherchez la discipline, vous trouverez la liberté. Et moi j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve que c'est la même liberté, la même discipline qui est par exemple un luthier à être un remarquable artisan, un fraiseur à être un remarquable ouvrier, un décideur à être un bon décideur. Voilà, la discipline, ça, c'est quelque chose de très utile, c'est pas un mot fermé. C'est l'excellence. L'excellence est permis à chacun, effectivement. François, alors, une autre question. Oui. Eh oui. Alors ça a du succès parce que un marin de la Marine nationale qui cite les moines bouddhistes, ça marche bien, hein, j'imagine, auprès de vos troupes. Alors, François. Moi je voudrais que vous nous disiez comment vous en parlez à vos jeunes recrues de ce Koan Zen. En fait, et comment vous avez à gérer, c'est un peu comme à la SNCF, une très grande diversité de métiers, une très grande diversité de réalités géographiques, professionnelles, mais surtout peut-être une particularité, c'est cette cascade de générations, ce turnover de générations permanente que vous avez à gérer dans l'entreprise. Alors finalement, c'est quoi les enjeux d'accueillir ces générations, de les former, de les remettre sur le marché? C'est comment vous y prenez? Alors c'est un défi, hein, le chiffre est passé tout à l'heure, c'est 3000 jeunes. D'abord, je voudrais dire que c'est inscrit dans la stratégie de la Marine. Vous l'avez tous dit, il n'y a pas d'organisation qui fonctionne sans mettre au cœur de l'organisation l'humain. Ma formation humaniste fait que je reste persuadé que le premier trésor de l'entreprise, quelle qu'elle soit, ce sont les hommes et les femmes qu'on va mettre en mouvement, motiver, on va leur permettre de se réaliser. Tout ce que vous avez dit, monsieur, je le partage profondément. Alors ensuite, c'est une vieille tradition dans la marine. On commence par le mousse, on commence par être mousse, et puis on monte les marches de l'escalier social. Je déteste l'appellation ascenseur. On n'appuie pas sur un bouton qui vous fait arriver là-haut par on ne sait quel miracle. Chaque marche est un effort, et tout ce que vous donnez, vous l'avez dit, peut être récompensé et vous permet de grimper petit à petit et d'aller au bout de vos rêves si vous le souhaitez. À bord d'un bateau, c'est exactement ça. Autre petit clin d'œil, puisqu'il y a des journalistes dans la salle, j'aime pas trop l'émission de Madame Laurence Brocoli où le maillon faible est viré du plateau. Chez nous, dans la marine, si un maillon est faible, on se mobilise parce qu'on sait que s'il casse, c'est tout le monde qui perd. Donc on retrouve la solidarité. Alors oui, la marine, elle recrute 150 mousses qui sont des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont plutôt en délicatesse avec l'éducation nationale, on va dire ça comme ça. Là encore, c'est un mot que j'aime pas trop. L'éducation, c'est l'affaire des parents. L'enseignement public, c'est l'affaire du ministère de l'enseignement, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Il faut mettre chaque chose à sa place. Et donc, ces jeunes gens, on leur met le pied à l'étrier et ils peuvent se réaliser dans la marine entre 16 et 18 ans. On leur donne l'envie de commencer à vivre. Et puis, on recrute des gens à des niveaux plus élevés, bac plus 2, la marine est très technique, mais on recrute toute une série de gens. En moyenne, on passe une quinzaine d'années dans la marine. Plus de 70% des marins ne restent que 15 ans chez nous. Pourquoi? Parce que la vie à bord d'un bateau, l'exigence technique, c'est très très exigeant. Et on a du mal à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et donc les gens partent, et l'autre force de la marine, c'est de bien les faire partir. Et donc cohabitent sur les bateaux des gens qui ont de l'expérience et d'autres qui en ont moins, un peu comme chez les cheminots. Il y a du compagnonnage. C'est un mot très fort chez nous. Et donc cette chaîne de solidarité du bateau, elle passe par l'ancien qui transmet au plus jeune, le jeune à qui on apprend d'abord à s'impliquer dans son métier. Et c'est tout ça qui fonctionne bien. Mais c'est complètement inscrit dans la stratégie de la marine et ça remonte à la marine à voile. Xavier Fontanet, une autre question pour l'amiral? Tout à fait, une autre question. Là, je reviens des États-Unis, donc je passe mon temps à faire le tour du monde. Évidemment, quand on fait le tour du monde, on se rend compte que le monde est dangereux.
Et comme les armées sont là quand même quand elles sont efficaces et crédibles pour garantir la paix. Bon. D'un autre côté, on sait très bien que l'Europe est en difficulté, on sait qu'il y a des déficits épouvantables. Bon, on n'a pas trop parlé dans les campagnes, mais tout le petit peuple sait très bien que la sphère publique est quand même musclée et coûteuse. Et donc, mais il en faut quand même, puisqu'il faut évidemment un monde régalien. Donc, il n'y a pas de problème. Et moi, je pense qu'il faut que le régalien soit renforcé. Mais ma question est la suivante. C'est évidemment l'Europe qui permet de faire des grosses économies. Par exemple, si on fusionnait la marine française avec la marine anglaise, ce serait un élément de faire des économies d'échelle énormes et au moins là d'avoir une marine. Alors, est-ce que vous avez, bien sûr, sur le plan stratégique, réfléchi à tout ça? Et est-ce que sur le plan opérationnel, parce que nous, on a vécu les fusions d'entreprise, donc vous savez, c'est pas très facile. Hein, on a fait beaucoup. Et donc, je voulais savoir, au fond, si vous réfléchissez à tout ça. Voilà. Là, c'est la fusion ultime. Hein. Bon, d'abord, on travaille très bien avec nos amis anglais, britanniques plus précisément, et on est très fiers, il y a un peu plus de 2 siècles, d'avoir, dans un lieu dont je ne retiens jamais le nom, tué l'amiral Nelson. Depuis, on a lancé, il y a quelques années, un défi de rugby qui marche très bien. Plus sérieusement, oui, c'est un magnifique projet. Moi, d'abord, la guerre, quand elle arrive, c'est un échec, c'est qu'on n'a pas réussi à l'éviter. Quand il faut la faire, elle est redoutable. Il faut la faire sans jamais oublier aucune des valeurs de celles que vous avez données. L'ennemi est un humain et on doit le respecter en tant que tel. Une fois qu'on est dans l'échec de la guerre, il faut la gagner. Et donc, on se donne tous les moyens et c'est donc tout le management qui fait qu'on sera dans le temps du commandement et qu'on gagnera la guerre. Et régulièrement, depuis des années, notre marine est engagée. À titre personnel, j'ai commencé au tout début des années 80. L'ayatollah Khomeini est arrivé en Iran et à peu près tous les 3-4 ans, je partais. Ma femme, mes filles qui sont là peuvent vous dire qu'elles ne m'ont pas beaucoup vu pendant des décennies parce que j'étais à la mer, à bord des porte-avions, des bateaux qui tentaient de chasser des dictateurs, des êtres qui privent les femmes de liberté, les filles d'école et autres affaires. Donc c'est un combat juste.